Parce que quand on vous dit d'amener les produits vers les États-Unis, ça vous pousse à l'agriculture, à la transformation, pour vous permettre d'accéder au marché américain sans paiement des frais de douane. Malheureusement, beaucoup d'États africains n'ont pas saisi. Mais d'autres ont compris, l'Afrique du Sud a compris, les pays de l'Afrique de l'Ouest ont compris, et nous, le président de la République et la Première ministre, nous ont poussé maintenant pour dire nous devons aller aussi rapidement accéder à ces marchés, parce que c'est nous qui avons le potentiel le plus important en Afrique. Alors, nous allons aux États-Unis avec un programme de dire nous devons décrocher la participation, disons, l'organisation du Forum Magua 2025 en RDC. C'était presque une équation difficile parce que d'abord réadmis en 2020, il y avait des États qui avaient déjà organisé ça. Je vois le Sénégal, je vois la Côte d'Ivoire, je vois l'Afrique du Sud, je vois la Zambie, je vois l'île Maurice, je vois le Kenya, je vois l'Éthiopie. Et finalement, nous étions restés 4-6 candidats, le Rwanda, l'île Maurice, le Nigeria, la Zambie et le Bénin. Le Bénin et la Zambie se sont désistés, on est resté avec les 3. Et nous avons décliné notre argumentaire autour de 5 ou 6 points. Le premier, c'est que nous avons pris d'abord les zones géographiques pour démontrer à l'opinion que l'Afrique de l'Ouest avait déjà organisé 4 fois cet événement. L'Afrique australe avait déjà organisé 2 fois, à savoir la Zambie et l'Afrique du Sud. L'Afrique de l'Est avait déjà organisé 3 fois, à savoir l'île Maurice, le Kenya et l'Éthiopie. Et l'Afrique centrale n'avait organisé qu'une seule fois par le Gabon. Et donc, le premier argument était celui pour dire, mais non, maintenant c'est de tout l'Afrique centrale pour que nous organisions. Et c'est là où les Rwandais se pointent pour dire, mais nous aussi on est l'Afrique centrale. Mais comment vous pensez que c'est vous seul? On est passé sur le deuxième argument, mais nous sommes francophones, vous êtes anglophones. Et les autres étaient seulement anglophones. Et les Rwandais disent, non, non, nous aussi on est... Toujours en train de... On est francophones et anglophones. Mais finalement, comme nous avions construit un réseau solide, nous sommes arrivés à développer aussi d'autres arguments liés à la lettre que la Première ministre avait écrite pour dire au département d'État et au gouvernement américain que la RDC prendra en charge l'organisation complète de ces forums. Troisième argument, c'était la capacité d'accueil de 1000 personnes minimum à Kinshasa. Nous avons démontré que nous avons des infrastructures nécessaires. Quatrième argument, c'était l'aéroport international qui accueille 11 compagnies. On a listé toutes les compagnies. Étant au centre de l'Afrique, il était possible que tous les pays africains convergent vers Kinshasa avec les 11 compagnies que nous avons. Et voilà autant d'arguments qui finalement ont amené le Nigeria à adhérer rapidement à la cause de la RDC. L'île Maurice a adhéré à la cause de la RDC. Nous sommes restés à 2. Et finalement, les Rwandais ont compris que si on allait au vote, eh bien, la RDC avec sa grandeur et sa diplomatie allait l'emporter. Et nous l'avons l'emporté. Voilà. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. On va prendre la question de Monsieur Marlon Kacham. Monsieur le ministre, j'avais 2 questions, mais la première a été déjà posée par le ministre de la Communication et Médias, un bon journaliste, je le signale. Alors, la deuxième question, je vous l'adresse. Je vous ai suivi religieusement quand vous avez entamé votre exposé. Vous avez dit, vous avez bien exposé. Alors, j'ai une question. Quand vous interdisez, vous, en tant que ministre du Commerce extérieur, l'importation de certains produits, je vous pose la question de savoir, êtes-vous rassuré aujourd'hui que la production locale est suffisante pour couvrir les besoins du marché local? C'est ça ma question. Oui, la réponse est simple. Il y a une évaluation que nous avons faite pour déterminer la quantité ou l'offre locale, en termes clairs, c'est comme ça qu'on l'appelle l'offre, c'est-à-dire la quantité de produits qui sont faits ici localement, la demande locale et puis l'offre extérieure. Et il s'est avéré que la capacité de l'offre intérieure, c'est-à-dire la production intérieure, est capable de satisfaire la demande. Et que là où il est difficile de satisfaire la demande, c'est à de quelques quotas près qu'on peut maintenant autoriser à entrer en RDC. Tous les pays du monde font ça. C'est-à-dire, si on dit, nous avons une capacité de consommer, je parle de l'espace Katanga et l'espace Kasaï, les besoins en farine de maïs c'est de 1 million de tonnes par an, on peut se dire,
la production locale au Katanga est de 800 000 tonnes. Il manque 200 000 tonnes pour arriver à satisfaire la demande. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Il autorise l'importation de 200 000 tonnes. C'est comme ça qu'on régule en fait l'importation. Donc pour tous les produits que nous avons en RDC et que nous avons interdits, nous avons trouvé que nous avons la capacité de production intérieure. Qu'il s'agisse des bières, qu'il s'agisse de la chaux, du ciment. Vous voyez, il y a 3 entreprises de cimenterie à Kimpese qui ont une capacité de 3 millions de tonnes de production de ciment par an. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit les milliardaires nigériens Dangote qui vient construire une cimenterie à Brazzaville. Pas pour la population brazzavilloise ou la population du Congo d'en face, mais parce qu'ils visent le marché. Et le plus souvent, on aime perdre sur la RDC, mais pourvu qu'on récupère les devises. Et qu'est-ce qui arrive? Si on vend un sac de ciment ici à 7 $, alors que celui de Kimpese est vendu à 8 $, la préférence normale, c'est qu'on va se ruer sur les sacs de 7 $. Tout à fait. Alors, si on se rue sur les sacs de 7 $, la conséquence, c'est quoi? C'est que tous les Congolais qui travaillent à Kimpese, à milliers, tous, ils perdent l'emploi. Alors, est-ce que le gouvernement doit-il accepter que, par les beaux yeux du milliardaire nigérien, on accepte qu'il fasse entrer ce ciment pour tuer l'entrepreneuriat local? Et c'est à cause de ça, effectivement, que la moyenne de vie des entreprises au Congo est située entre 2 et 3 ans. Donc, quand un investisseur arrive, il a 3 ans pour fermer. Parce que tout simplement, il y a ce dumping, il y a cette concurrence déloyale qui lui est appliquée. Et dans la plupart des cas, les investisseurs quittent la RDC et vont s'installer dans les pays voisins. Maintenant, nous avons reçu la mission du président de la République pour dire nous devons mettre fin à ça. La RDC ne doit pas aller en commerce international comme observateur, il doit aller en commerce international comme acteur. Il n'est plus question de nous ramener ici des choses parce que nous en avons besoin alors que la production intérieure est capable de nous les fournir. Donc, ce sont des règles qui sont bien édictées par l'OMC. Ce n'est pas une invention de Julien Paluku, ce n'est pas une invention du gouvernement. D'ailleurs, ça avait été adopté en Conseil des ministres. Et moi, comme ministre du Commerce extérieur, je ne fais que l'application de la décision du Conseil. Mais Monsieur le ministre, il y a un éternel débat sur le sujet parce que les entreprises locales se plaignent qui n'évoluent pas dans des conditions qui sont particulièrement faciles face à la concurrence notamment entre guillemets étrangère mais locale. Mais lorsque nous décidons par exemple d'adhérer à l'ASDECAF, lorsque nous regardons que ce soit l'EAC, que ce soit la SADC et que nous devons aller jusqu'à briser nos barrières, mais comment par rapport à tout ce que nos entreprises connaissent comme difficulté, comment ils seront en mesure de répondre aux besoins locaux? Oui, la question a été répondue lorsque le premier intervenant nous a dit quelle est la vision à long terme. La vision à long terme, c'est effectivement de construire ces Lorsque j'étais au ministère de l'Industrie, j'avais développé ce qu'on appelle le plan directeur d'industrialisation. Bien sûr, en fait, c'était pour essayer un peu de donner les schémas qui peuvent aider la RDC à intégrer le commerce international par la construction des infrastructures nécessaires. Vous savez, ces pratiques de dumping, de fractionnement des marchandises, de transbordement, nous font perdre chaque année 5 milliards de dollars. S'il vous plaît. Ce n'est pas un chiffre que je vois comme ça. 5 milliards de dollars. Imaginez-vous si on récupère ces 5 milliards de dollars et qu'on les affecte aux infrastructures. Ça nous fait 5000 km de routes asphaltées. En 5 ans, ça nous fera 25 000 km de routes asphaltées. Et donc, or, le réseau routier de la RDC, les réseaux prioritaires est de 58 000 km. Donc si en 5 ans on peut faire 25 000 km asphaltés, on aura fait l'interconnexion de toutes les provinces. Et maintenant, là, on peut passer à une autre étape de la construction des infrastructures énergétiques pour essayer un peu d'électrifier les espaces ruraux et permettre effectivement que la RDC se place en ordre utile comme partenaire à même de soutenir la production locale. Mais il n'y a pas que ces mesures que je viens de citer, il y a un problème avec notre système fiscal. Nous avons une ordonnance qui fixe la nomenclature des taxes et impôts. Et nous en avons discuté à la commission ECOFIN, on doit revoir cette ordonnance. Vous vous rappelez, monsieur le ministre, que dans le conseil passé, on a demandé qu'il soit révisé cette ordonnance qui fixe la nomenclature des impôts et taxes. Un opérateur économique commence son activité aujourd'hui, ça fait 50 personnes qui se présentent pour lui demander chacune sa taxe.
Et finalement, la conséquence, c'est que chacun fuit. Et donc, nous avons compris, nous, gouvernement, qu'il y a aussi une responsabilité du gouvernement de réviser son système fiscal pour l'adapter à l'évolution du monde de manière à rendre compétitifs nos opérateurs économiques locaux. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, des gens vont s'en aller. Je me rappelle, dans la zone économique de Maluku, qui est sous régime spécial, hors du droit commun, il y a un agent qui est allé déposer là-bas une note de perception de 11 millions de dollars. Alors, l'investisseur est venu, il a investi 50 millions de dollars pour nous produire les carreaux et des faïences à Maluku, mais un agent de l'État lui amène une note de perception d'une taxe à payer de 11 millions de dollars. Et finalement, il nous appelle et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons cru que la zone économique spéciale, c'est une zone qui est sous régime spécial avec des exemptions qui sont contenues dans une loi. Mais l'argent est venu d'où? Donc c'est pour vous montrer qu'il y a des pratiques aussi qui sont liées à nous, États, que nous devons bannir de la manière la plus forte parce qu'elles sont faites par nos agents qui se comportent autrement que la volonté du gouvernement. Merci. Voilà, on va prendre la prochaine question de Madame Pascaline Bayeux, puis ce sera Amédée Morabo. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Moi, j'ai une question. J'ai des questions d'ailleurs. Vous avez parlé de mesures. Et moi, je veux savoir, est-ce qu'il existe de plans pour inciter les entreprises locales à investir dans la recherche et le développement grâce à ces mesures de protection? Et ma deuxième question est celle-ci. Comment le gouvernement compte-t-il soutenir ces entreprises locales pour qu'elles puissent exporter leurs produits tout en bénéficiant de ces mesures? Mais aussi, j'ai une petite préoccupation. Vous avez parlé de Olomami, où il y a des problèmes de route. En vous entendant parler, vous avez dit qu'il y a toujours des pays qui doivent nous aider. Mais moi, je fais un tour à Olomami, où il y a tellement de plantations de palmes, tout ça. Je me suis dit, en tant que journaliste, et je réfléchis, que si peut-être l'État congolais pouvait voir tout ce que nous avons comme richesse, on peut aussi, nous, Congolais, commencer à exporter aussi ailleurs. Par exemple, d'huile de palme vers l'Omami, précisément à Cabinda. Et pourquoi pas qu'on puisse aussi parler de la RDC, qu'on puisse donner, que toujours tendre la main vers les autres. Merci bien, madame. Je voudrais vous dire qu'au niveau de la promotion des exportations pour faciliter, soutenir les opérateurs économiques locaux, au commerce extérieur, il a été adopté ce qu'on appelle la stratégie nationale de promotion des exportations. C'est la SPED. Nous avons listé 62 produits prioritaires qui font en fait la beauté de la RDC et qui sont l'objet de l'échange avec le monde entier. Alors, avec les États-Unis, par exemple, nous avons listé 21 filières agricoles et 5 filières minières qui feront l'objet des échanges avec nous et les États-Unis dans le cadre de l'AGOA. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement essaie d'inciter les opérateurs économiques à s'investir dans ces filières-là pour lesquelles les marchés sont trouvés, pour les pousser à gagner ces marchés. Les États-Unis, c'est un marché déjà gagné. Je vais me rendre en Chine, je crois, au mois de septembre pour signer un accord commercial avec la Chine. J'ai reçu à mon cabinet des opérateurs économiques qui sont venus me dire effectivement qu'ils ont besoin de 10 000 tonnes de piment. Les gens pensent que c'est peut-être, quand on parle du piment, ils disent mais le piment c'est pour faire quoi? Ils ont besoin de 10 000 tonnes de piment. J'en ai reçu d'autres quand j'étais à Changshan en Chine, ils m'ont demandé 50 000 tonnes de piment. Eh bien, ce sont des marchés que l'État cherche. Parce que l'État n'a pas vocation d'être commerçant, mais l'État crée les cadres pour faciliter le commerce de ses citoyens avec le monde. Et bientôt, je vais me rendre à Londres pour que je négocie avec les Britanniques, parce qu'ils sont sortis de l'Union européenne avec le Brexit. Ils ont besoin des pays avec lesquels ils doivent commercer pour compenser ce qu'ils avaient dans le cadre de l'Union européenne. Alors, l'État crée ces cadres-là pour chercher les marchés et inciter les opérateurs économiques à devoir gagner ces marchés. Si vous gagnez un marché de
de 10 000 tonnes de piment ou de 50 000 tonnes de piment, je vous informe que les bénéfices nets par tonne de piment est de $2 000. Wow. Donc si vous gagnez un marché de 10 000 tonnes fois $2 000, ça fait 20 millions de dollars. Mais les gens s'embrouillent avec le cuivre et le cobalt dans le Katanga. Si vous êtes dans le cacao, parce que nous avons gagné les marchés américains, nous allons gagner les marchés chinois, la tonne de cacao à un moment donné est arrivée à $10 000, alors que la tonne de cuivre est à 8 000. Alors quelle est la préférence pour la population? Est-ce que c'est d'aller vers le cuivre ou aller vers le cacao? Alors donc, c'est faute d'avoir des informations comme ça que les gens pensent qu'il ne faut aller au Katanga pour gagner sa vie. Alors qu'il y a des filières comme ça que vous pouvez exploiter pour gagner votre vie. Et il y en a beaucoup d'exemples, nous pouvons les citer ici. Et je crois que nous avons fait cette émission aussi de manière pédagogique pour essayer un peu de passer le message à nos entrepreneurs locaux qu'il est possible de gagner les paris de la production. Je me suis adressé aux opérateurs économiques du Katanga pour dire comment peut-on accepter que la Zambie nous fasse comme ça chanter en fermant régulièrement les frontières à cause de 500 000 tonnes de farine de maïs. Or, aujourd'hui, il y a des méthodes qui nous permettent de produire entre 7 et 10 tonnes à l'hectare. Si nous accédons aux méthodes de production de 10 tonnes à l'hectare, ça veut dire que si nous produisons, si nous cultivons 100 000 hectares et que nous avons 10 tonnes par hectare, les 100 000 hectares suffisent pour avoir 1 million de tonnes de maïs qui suffisent comme demande annuelle de tout l'espace Katanga et de tout l'espace du Kasaï. Et donc, c'est peut-être faute de ces informations que beaucoup de gens se ruent dans les mines ou vont ailleurs, alors que quand on dit qu'il y a 1 million de demandes de tonnes de maïs dans le Katanga, si vous gagnez le marché de 1 million de tonnes, mais vous êtes millionnaire. Parce qu'une tonne, c'est $400. Une tonne de maïs. Donc, si vous gagnez 1 million de tonnes, vous êtes à $400 millions. Alors, quel est le commerce qui peut vous donner annuellement 400 millions de dollars que vous gagnez comme chiffre d'affaires? Donc, c'est des éléments comme ça que nous avons partagé avec les opérateurs économiques du Katanga pour leur dire, mais désormais, donnez-nous les mémos qui donnent les éléments qui vous empêchent de vous investir dans l'agriculture. Quels sont les éléments qui vous empêchent? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est les taxes, c'est les tracasseries, J'ai dit, donnez-nous les mémos et moi je vais porter ces mémos au niveau du gouvernement pour qu'on puisse enlever tous les obstacles que vous estimez vous empêcher d'exercer cette activité agricole et on vous laisse faire l'activité agricole. Parce qu'en fait, l'État ne doit pas gagner sur la taxation forte du secteur agricole. L'État gagne en permettant à l'agriculture d'être pourvoyeur d'emplois. Pour ceux qui ne le savent pas, 1 hectare cultivé donne 3 emplois. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, c'est la chanson de tous les jours. Donc si un jour on arrive à cultiver 80 millions d'hectares de terres arables, on a 240 millions d'emplois. C'est-à-dire, ça dépasse de loin la population congolaise. Donc on va même importer la main d'œuvre. Et les Belges avaient compris ça, c'est pourquoi ils avaient des plantations. Et il y en a dont les parents ne restaient pas à Kinshasa. Ils étaient des agronomes, ils étaient des directeurs de sociétés dans les plantations, les PLZ, vous vous rappelez. Donc notre gouvernement est en train de revenir aux fondamentaux. Absolument. Pour que l'agriculture soit la base de la relance économique de la République démocratique du Congo. De toute façon, sur ces sujets, le vice-premier ministre de l'économie avait présenté une note en conseil de ministres où il est revenu notamment sur ce qui concerne la production du maïs. Mais monsieur le ministre, il y a quand même une question qui mérite de vous être posée. Vous êtes ministre du Commerce extérieur. Pourquoi vous parlez de tout ça? C'est quoi un peu le rôle que vous jouez? Parce que c'est un département dont beaucoup ne comprennent pas toujours les lignes maîtresses. Bon, je ne sais pas si je dois parler des attributions du ministère du Commerce extérieur. En bref, le ministère du Commerce extérieur est un secteur d'appui au secteur productif. C'est-à-dire, il y a l'agriculture, il y a les infrastructures, il y a l'énergie. Le commerce extérieur, il vient en appui pour vous dire, monsieur de l'agriculture, moi qui fais le commerce international, votre marché se trouve telle part. C'est la Chine. C'est 1,4 milliard d'habitants. C'est l'Inde.
c'est 1,3 milliard d'habitants. C'est les États-Unis, c'est 330 millions d'habitants. C'est l'ensemble de l'Afrique, c'est 1,3 milliard d'habitants. Alors je vous dis, monsieur le ministre, si vous faites la promotion des avocats et qu'on exporte les avocats vers la Chine et qu'on estime qu'un Chinois consomme un avocat par an, ça fait 1,4 milliard d'avocats consommés en Chine. Mais si vous gagnez ce marché, même si on suppose que tous les Chinois ne mangent pas d'avocats, qu'on prenne la moitié alors, vous aurez au moins 500 millions d'avocats exportés vers la Chine. Si on dit, bon, l'Inde qui a 1,3 milliard n'a pas tel produit, mais il les recherche à travers le monde. Monsieur de l'agriculture, qu'est-ce que vous faites? À ce moment-là, je me rabats aussi à celui de l'infrastructure. J'ai dit, attention, même si l'agriculture produit, si vous faites des routes, ça va permettre à d'évacuer les produits de là où ils sont produits vers les grands centres de consommation. Je me rabats sur celui des ressources hydrauliques. Pour dire, mais attention, ce qu'on recherche en Chine, ce n'est pas les produits bruts, il faut qu'ils subissent une légère transformation pour les donner une valeur ajoutée. Je me rabats sur le ministre de l'électricité, ainsi de suite. Donc le ministère du Commerce, il est transversal, il vient en appui à tous les secteurs. Maintenant, vous dites, mais pourquoi je parle de tout ça? Parce que c'est ce ministère qui régule les importations et les exportations. Or, les importations sont de tous bords. Donc vous comprenez que c'est parmi les méga-ministères. Mais il était important, comme c'est la première fois que nous vous recevons dans le cadre de ces briefings, de revenir sur ces points fondamentaux qui permettent à ceux qui nous suivent de comprendre les missions qui sont les vôtres. On va commencer à atterrir. On va prendre les 3 dernières questions. Amédée Moirabou, Richard Chako, et on va terminer par Madame Rachel. Avancez, s'il vous plaît, on va les prendre une fois pour toutes, comme ça, on va terminer. Allez-y, monsieur Amédée. Amédée Moirabou pour les comptes de Deskeco. Monsieur le ministre, au-delà de votre dynamisme, on sait que vous êtes un homme très pragmatique. Souvent sur les réseaux sociaux, les gens ils se partagent des images de postes frontaliers de la RDC, dont certains sont sous les arbres. Vous venez de dire tout à l'heure que nous perdons jusqu'à 5 milliards de dollars à cause d'un certain nombre de phénomènes, dont les transbordements. J'aimerais savoir quels sont les postes frontaliers qui sont viables actuellement en RDC et combien qui ne sont pas viables et pour lesquels, durant votre mandat à ce ministère, vous allez faire un effort pour que... Parce qu'un poste frontalier, ça permet d'accroître les recettes de l'État. Voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, vous avez gagné l'organisation du forum AGOA Afrique en 2025. Bravo. Mais quand on regarde l'AGOA, par exemple, pour les pays africains, on sait que 5 pays se partagent 82% des produits qui sont exportés vers les États-Unis. C'est l'Afrique du Sud, c'est le Lesotho, c'est le Kenya, voilà, ils sont 5, l'île Maurice, et voilà. Et tous ces pays, on voit que c'est des pays qui font de la diversification de l'économie. Or, c'est le point faible de notre pays. Comment, d'ici 2025, vous allez accompagner le PME congolaise pour que, avec la tenue de ce forum, il puisse être au diapason de pouvoir exporter vers les États-Unis? Voilà, Madame Rachel Kittit, allez-y, et on va terminer par Monsieur Richard Chako. Merci beaucoup. Des petites questions, Monsieur le ministre du Commerce extérieur. Quand on interdit, par exemple, l'importation de certains produits, mais est-ce que vous êtes sûr de la qualité de ce qui est produit en République démocratique du Congo pour que finalement ça soit consommé aisément ici en interne? Mais aussi, comment réussir cette politique si dans le pays, il se pose un problème d'infrastructure, par exemple? Le produit qui quitte Kinshasa peut arriver facilement à Kasumbalesa, à Likasi, à Kenge, etc. pour que toute la population puisse en bénéficier. Alors vous citez l'exemple par exemple de l'AGOA, des produits qui peuvent être vendus par exemple aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples? Par exemple des produits d'ici, de la RDC, qui peuvent être exportés et être vendus sous d'autres cieux aux États-Unis, en Europe par exemple. Okay. Merci, Monsieur Richard Chako, pour finir. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.
Je voudrais parler de la production de produits, mais cette fois-ci pas local, mais produits étrangers, mais qui sont fabriqués ici et commercialisés. Je crois sous votre leadership, quand vous étiez ministre de l'Industrie, vous avez obtenu l'implantation de l'usine de Pepsi à la zone économique spéciale à Maluku. L'usine a commencé déjà à commercialiser ses produits, mais s'est posé un problème dans l'opinion sur la qualité du produit qui est commercialisé. Vous êtes ministre du Commerce extérieur, vous contrôlez aussi la qualité des produits. Quelle est votre réaction par rapport à cette opinion qui parle de la contrefaçon? Ce n'est pas du Pepsi qui est fabriqué, mais c'est de la contrefaçon. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, il y a une question qui m'a été adressée par les journalistes Chibinda qui demandait que vous avez construire 6 laboratoires pour l'OCC. Est-ce que vous pouvez garantir à ceux qui nous suivent que le produit sont bien contrôlés par l'OCC lorsqu'ils arrivent de l'extérieur? Voilà, Monsieur le ministre. Merci bien. Le premier intervenant, M. Amédée, a posé la question sur les postes frontaliers qui sont viables. Nous devons reconnaître que la RDC a encore un chemin très long à parcourir sur cette question. Parce que dans d'autres pays, on a construit ce qu'on appelle les postes à arrêt unique. C'est-à-dire, vous êtes sur un territoire, vous remplissez toutes les formalités et vous n'allez plus les remplir sur les territoires voisins. D'ailleurs, quand j'étais gouverneur du Nord Kivu, on avait piloté comme ça un projet, on a construit un poste à arrêt unique entre nous et les Rwandais. Ça fait que lorsque une marchandise quitte la RDC, lorsqu'elle est dédouanée dans la partie congolaise, il y a des agents du Rwanda qui sont là-bas. C'est un exemple que je donne. Ça fait que lorsque ça passe vers l'autre partie, ça ne subit plus un contrôle parce que ça a été contrôlé par les deux parties. Et on l'a fait, je crois, du côté du Sud Kivu aussi. Et c'est des pratiques comme ça qu'on va faire pour éviter que les phénomènes bilanga, par exemple à Rasumbalesa, lorsque vous voyez les images, ça fait pitié. Lorsque vous voyez les images des vélos qui transportent des dizaines et des dizaines de bouteilles, ça n'honore pas la République démocratique du Congo. Même si les gens disent non, ça donne quand même de la vie à nos populations, mais ça ne nous honore pas comme grand pays que le long de nos frontières, on va voir les vélos, on va voir les trottinettes, on va voir les trains de faire passer des marchandises à longueur de journée. Donc, votre préoccupation est une contribution pour nous demander, nous, partis gouvernementaux, d'améliorer la capacité de nos infrastructures frontalières, notamment les postes à arrêt unique, qui sont en tout cas dans un état qui n'est pas très très bon. Donc c'est une question à la charge du gouvernement. Je pense que le porte-parole sera avec moi, d'accord, que nous devons faire le plaidoyer. Alors, beaucoup de pays africains qui bénéficient beaucoup de l'AGOA. C'est pourquoi nous aussi, nous avons voulu organiser ce forum. Objectif, c'est de mobiliser le patronat congolais. Parce que souvent, le patronat congolais, quand j'ai commencé à attaquer le ministre de l'Industrie à l'époque, la question des zones économiques spéciales, en fait, j'ai senti au niveau des opérateurs économiques un doute. C'est-à-dire, on se disait, mais est-ce que vraiment il va réussir? Alors maintenant, aujourd'hui, qu'il y a déjà des productions dans la zone, j'ai ça maintenant une agitation pour dire, mais ces produits-là vont commencer à concurrencer la production locale. Mais on vous a demandé d'aller là-bas pour bénéficier d'un régime spécial. Vous avez douté de la faisabilité du projet. Maintenant que d'autres ont pris ça, eh bien, voilà qu'ils commencent à produire. Le problème, c'est la peur d'investir dans les chefs des Congolais. Le Congolais veut voir son argent chaque soir. C'est-à-dire, il a acheté pour $1000, il faut que le soir, il voit 1100. C'est-à-dire, j'ai fait entrer 100. C'est ça le Congolais. Donc, il fait un commerce du cash. Mais les Congolais ne savent pas faire un commerce sur le long terme. C'est-à-dire, si j'investis $1 million, à la 5e année, je vais commencer à avoir les retours sur l'investissement. Mais c'est pour ça qu'on a introduit des programmes, notamment de cours d'entrepreneuriat, voilà, dans les cursus universitaires, mais aussi au niveau des humanités. Exactement. Donc, nous devons vraiment de temps en temps sensibiliser l'opinion congolaise pour permettre à l'entrepreneuriat congolais de commencer à investir sur le long terme. Les histoires d'aller à Dubaï avec une marchandise de $10 000, vous arrivez, vous vendez, vous avez 10 100, 10 200. Donc vous voyez votre argent cash à la main. J'ai gagné 2200, j'envoie encore en Chine, j'achète la marchandise 10 300. Donc j'ai gagné encore 100 de plus. Non, ça ne développe pas un pays. Investissez-vous dans des projets.
comme celui de l'agriculture. Vous allez donner la nourriture aux Congolais. Mais si vous nourrissez 100 millions de Congolais chaque jour, mais vous avez des millions chaque jour. Mais pourquoi on pense qu'on doit seulement commercer avec les pantalons, les ceci? Nous allons créer les emplois chez les autres et nous crions que le gouvernement ne nous donne pas d'emploi. Parce que lorsque nous importons des biens, c'est que nous sommes en train d'aller créer les emplois chez les autres. On est en train d'aller créer la richesse chez les autres et on crie derrière le gouvernement que le gouvernement ne fait rien. Il n'y a aucun gouvernement qui devient commerçant. Le gouvernement soutient les opérateurs économiques à créer l'activité économique. Et donc, je voudrais sensibiliser à travers cette tribune les opérateurs économiques congolais à s'intéresser à l'investissement à moyen et à long terme. Le court terme, laisser ça aux start-up, c'est-à-dire ceux qui commencent. Mais au moins, les grands opérateurs économiques, s'ils ont besoin de l'appui du gouvernement, des subventions du gouvernement, nous sommes là pour faire le plaidoyer. Alors, mais comment nous allons bénéficier de la Goa? Il sera bientôt mis en place le comité national à Goa. Je pense qu'on va même mettre la presse comme partie prenante dans le comité national à Goa pour qu'ensemble, nous puissions préparer cet événement. C'est un grand événement qui va créer la visibilité de la République démocratique du Congo, qui va créer la lisibilité de la RDC. Beaucoup de gens se disent, mais vous allez dépenser encore 1 million, 2 millions pour organiser un forum, vous ne faites que des forums. En fait, tous les États du monde, pour qu'ils bénéficient de l'attention internationale, ils ont commencé par construire leur image. C'est comme ça que vous voyez des États dépenser pour mettre un écrit sur une varèse d'une équipe européenne, ce n'est pas moins de 20 millions de dollars. Ce n'est pas par la beauté de cette équipe, non, c'est pour que chacun voit ça. Et ça demande de l'argent. Alors quand on organise un forum comme ça, la Chambre du commerce des États-Unis que j'ai reçue à Washington va se déployer ici à Kinshasa pour rencontrer les homologues opérateurs économiques et échanger sur les opportunités d'affaires qu'on peut avoir avec les États-Unis. Mais c'est cette tribune-là qui devient la vitrine par excellence pour permettre aux opérateurs économiques américains d'être branchés sur les opérateurs économiques congolais et de commencer les affaires. Donc je crois que c'est des choses que nous devons régulièrement échanger avec l'opinion pour que quand on va encore apprendre que le forum a coûté 1 million, 2 millions, c'est dans les réseaux sociaux où les gens sont en train de spéculer. Finalement, je me pose la question, les Congolais veulent quel type de dirigeants? Parce que même quand on est en train de mettre en place des structures de planification, on dit non, non, nous voulons, on n'a pas encore rien vu. Mais c'est pour ça que nous faisons le travail nous parlons justement du nouveau narratif et bientôt nous parlons de ce qu'on va appeler la nation building. C'est pour ça qu'on a lancé la campagne Tout pour la patrie, parce que nous devons nous réapproprier d'abord nous-mêmes Congolais les enjeux, la compréhension de l'histoire et des défis de notre pays qui ne sont pas les défis du seul gouvernement, qui sont des défis collectifs, mais ensuite voir quelle est l'image que nous donnons à l'extérieur. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez conclure avec les questions que vous avez? Merci Madame Rachel, vous avez posé la question de la qualité. Je dois vous rassurer que l'OCC au stade actuel est en train de contrôler la qualité, mais ce n'est pas encore suffisant. Voilà pourquoi nous avons mis dans notre feuille de route la construction de laboratoires, pas seulement microbiologiques, chimiques, techniques, mais des laboratoires aussi miniers. Est-ce que savez-vous que lorsque nous exportons le cuivre, lorsque nous exportons le cobalt, il ne va pas seul. Il va avec des produits connexes qui lui sont associés. Et c'est comme ça que tous ces off-takers, tous les terres finaux, ils préfèrent amener nos matières premières brutes parce que ça, quand ça arrive chez eux, ils ont des laboratoires de séparation de ces matières avec d'autres. Et ils gagnent un milliard. Nous, on peut voir qu'on a exporté seulement le cuivre ou le cobalt, ou je ne sais pas, la cassitérite ou le coltan, alors qu'il y a 16 minéraux associés au minerai principal que nous, on ne sait pas voir à l'œil nu. Voilà pourquoi, dans notre programme, nous devons construire des laboratoires modernes pour nous permettre de faire la séparation de nos minéraux exportés avec les particules qui leur sont associées et gagner suffisamment. Donc c'est des projets comme ça que nous avons au niveau du ministère du Commerce. Et donc la qualité est sauvegardée. Les produits de la Goa, j'ai déjà répondu. Les infrastructures, j'ai déjà répondu. Pepsi. Bon, je ne vais pas être le marketeur de Pepsi. Il faut lui laisser venir payer la RTNC pour qu'il commence à parler de lui-même. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une campagne de SAP qui est faite lorsqu'il y a un nouveau produit qui arrive sur le marché.
c'est tout à fait normal, c'est la concurrence. Et on ne peut pas investir autant de millions pour produire des choses qui vont faire mal à la population. Ces produits ont été certifiés. Pepsi est coté en bourse. Ce n'est pas une entreprise qui se recherche lorsqu'il arrive ici en RS. Il est coté en bourse. Ça veut dire qu'il ne peut pas livrer à l'opinion des produits toxiques. Sinon, on va lui retirer la cotation et ça va lui être très, très, très grave. Donc, c'est des pratiques qui sont normales dans les commerces ou quand on voit un nouveau produit. Parce qu'en fait, ceux qui ont fait le marketing savent que la propension de la population tend à aller vers les nouveaux produits pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Alors, quand la propension penche vers les nouveaux produits, ça va créer quand même une sorte de déficit dans les anciens produits. Dans les premiers moments, les gens vont avoir tendance à aller voir mais comment ça goûte. C'est une technique de marketing. La propension à rechercher les nouveaux produits, la propension à découvrir. Mais les gens qui sont en train de dire c'est différent. Mais Pepsi, la dernière production ici de Mirinda, date de 1997. Mais il y a beaucoup qui prennent Pepsi qui n'étaient pas là en 1997. Comment ils sentent que c'est nouveau? Monsieur le ministre, on va terminer. Cet exercice de redevabilité. Peut-être en 30 secondes, peut-être qu'il faut dire un mot en Swahili pour tous les compatriotes qui ont bénéficié justement de ces commerces qui se faisaient avec la Zambie que vous avez prohibés. Wandugu wa Katanga, wandugu wa Beni, Butembo, Ituri, Bukavu, Kisangani na sehemu zote, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatumainia kuwasaidia ili mfanye biashara ambayo si biashara haramu. Na sisi kama serikali hatuwezi kukubali kuweza kuua kazi ambayo mnayofanya kwa sababu vifaa vinaingia kutoka nje. Kuna wafanyabiashara na nchi zinazotuzunguka ambazo kazi yao ni kutafuta kuua biashara inayofanyika ndani ya nchi ya kwetu. Sisi kama serikali tuna mipango ya kuwasaidia ili mfanye biashara mkiwa na uhakika ya kwamba serikali inawapatia sapoti yote ili mkongomani yoyote ambaye atafanya biashara hapa aifanye na apate faida kama kawaida. Kama tumekamata mipango ya kuzuia vitu fulani fulani visiingie nchini mwetu, sio kutesa raia, lakini ni kuwasukuma nyinyi pia wakongomani mfanye ile kazi. Kwa sababu vipi tutakuwa tukitosha vitu nje, ijapokuwa na sisi tuna ile mali ambayo tunaweza tukasaidia ili itupatie vile vile vitu ambavyo tunavitosha nje. Kwa hiyo watu wasiwaze ya kwamba serikali inawatesa, lakini serikali inapenda kusukuma wakongomani waweze pia kujiingiza katika kazi ya maendeleo, kazi ya viwanda, ili na sisi tuanze kupeleka vitu kutoka Kongo hadi nchi za kigeni kuliko kuleta vitu kutoka nchi za kigeni hadi nchi ya kwetu. Asanteni sana. Merci beaucoup. Nous allons terminer ces briefings sans revenir sur l'événement auquel nous avons assisté cet après-midi, l'octroi de bourse Excellencia à l'initiative de la très distinguée première dame en présence du président de la République, où nous avons vu des jeunes Congolais, comment ils étudient à l'étranger, qui reviennent avec des compétences. C'est une initiative à saluer parce que ce sont les jeunes sur qui nous comptons pour construire l'avenir de la République démocratique du Congo. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cet exercice de redevabilité. Merci à vous, monsieur le ministre du Commerce extérieur, et que vos anges gardiens vous protègent. Bonne soirée chez vous.